Donc, poursuivons notre programme de l'après-midi. J'aimerais inviter M. Franck Marchetti, ministre conseiller ambassade de France au Canada, à venir me rejoindre sur scène. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux de représenter l'ambassade de France à cette conférence très importante qui est dédiée à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050. Un objectif qui doit nous mobiliser tous à 100%. Et je crois que les deux intervenants avant moi d'Afrique du Sud et de British Columbia ont bien montré à quel point c'était un enjeu à la fois majeur et collectif. Voilà. Je suis très honoré aussi de recevoir notre compatriote à Ottawa, donc Madame Corinne Lequeret, que j'introduirai dans quelques instants. Et en fait, je voudrais juste ici rappeler pendant quelques minutes au nom du gouvernement français, rappeler que la France prend vraiment toute sa part aussi dans cet engagement et dans cet enjeu planétaire. Notre action, elle s'inscrit d'abord dans le cadre d'objectifs européens climatiques qui sont très ambitieux. Donc l'objectif, c'est de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Donc je crois que la France, on est à peu près déjà à 20% ou un peu plus, donc on a presque fait la moitié du chemin. Donc la tendance en France, elle est bonne, mais le président Macron a décidé d'accélérer le mouvement et il a annoncé le doublement du rythme de réduction des émissions en France. Alors ça passe par beaucoup de choses, d'une part la décarbonisation de nos usages, mais aussi par la baisse de notre consommation énergétique. Ce qui signifie plus de sobriété énergétique, plus d'efficacité énergétique. Et aujourd'hui en France, tout ceci est piloté à très haut niveau, au niveau de la Première ministre française, Elisabeth Borne, puisqu'elle s'est vue confier par le président une mission de planification écologique, donc elle pilote directement. Et donc c'est elle qui mène les travaux sur ces deux volets, décarbonation, consommation. Alors je voudrais juste donner quelques exemples. Donc sur la décarbonation, la France est en train de développer sa 3e stratégie bas carbone, avec de nouveaux objectifs, nouvelles mesures qui doivent être mises dans différents secteurs. Et donc on a adopté récemment 2 lois fondamentales au Parlement au printemps dernier pour accélérer les projets sur les énergies renouvelables, mais aussi construire de nouvelles centrales nucléaires. Parce que, comme vous le savez, la France, c'est aussi notre contribution à la réduction des gaz à effet de serre. En France, une grande partie de notre mix énergie provient de l'énergie nucléaire. En termes de sobriété énergétique, la France a adopté il y a 1 an, dans le contexte aussi de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et donc des conséquences sur les pénuries d'énergie en Europe. Donc on a adopté un plan de sobriété énergétique très ambitieux qui a permis de réduire nos consommations de 12%. L'hiver dernier, il y avait de grosses inquiétudes en France l'hiver dernier avec la guerre en Ukraine, etc. Et on a pu réduire notre consommation de 12%. Et en juin dernier, on a lancé l'acte 2 de ce plan de sobriété pour vraiment ancrer ce sujet dans la durée et dans nos objectifs climat. Autre point aussi, en France et je pense aussi au Canada, la transition énergétique ne va pas sans souveraineté énergétique, industrielle et alimentaire. Et donc en France, on a mis en place ce qu'on appelle le Fonds vert, donc 2 milliards d'euros pour accélérer la transition sur l'ensemble du territoire français, en s'adaptant aussi à chaque spécificité de nos territoires. On a aussi depuis longtemps développé l'adaptation
sur le sol français. Aujourd'hui, on est en train de développer une nouvelle stratégie avec un objectif en visant plus 4 degrés Celsius sur l'adaptation. Donc, pareil, on déploie cette stratégie sur l'ensemble du territoire, y compris en Outre-mer, overseas. Et aussi, je voudrais préciser notre effort à l'international, parce qu'il est aussi très significatif. En 2022, la France, donc dans le cadre de l'aide au développement, des financements à l'international, la France a fourni 7,6 milliards d'euros de financement climat, dont 2,6 milliards pour l'adaptation. C'est 25% de plus que l'objectif qu'avait fixé le président Macron fin 2020. Et ces financements à l'étranger donc, alimentent des projets majeurs, très concrets, comme notamment les partenariats pour une transition énergétique juste, donc les fameux Just Energy Transition Partnerships qu'on développe entre les pays du G7 et certains grands pays du Sud, dont l'Afrique du Sud qui est intervenue tout à l'heure, mais aussi le Vietnam, l'Indonésie. Et dans toutes ces politiques, le Haut Conseil pour le climat en France, qui est une instance neutre, indépendante, qui n'est pas le porte-parole du gouvernement français, mais qui joue un rôle de conseil auprès du gouvernement français, qui éclaire le gouvernement à travers des évaluations de nos politiques publiques. Et donc c'est dans ce contexte que nous sommes très honorés de recevoir Madame Corinne Lequéré, qui est présidente de ce Haut Conseil pour le climat. Donc Madame Corinne Lequéré est à la fois professeure en sciences du changement climatique à l'université d'East Anglia, où elle dirige un groupe de recherche sur les émissions et puits de carbone. Elle est membre de l'Académie des sciences du Royaume-Uni. Elle siège également au sein du Climate Change Committee, une instance britannique qui est l'équivalent du Haut Conseil pour le climat. Elle a dirigé le centre Tyndall sur les changements climatiques. Elle est aussi auditrice de 3 rapports de synthèse du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le GIEC. Voilà. Et puis, Madame Lequéré connaît aussi très très bien la commune québécoise de l'autre côté de la rivière. Voilà, donc j'imagine qu'elle est toujours ravie de pouvoir revenir au Canada. Donc, elle a eu l'occasion de rencontrer déjà les autorités canadiennes, les parlementaires, les experts, notamment lors d'une réunion qu'on a organisée à l'ambassade il y a 2 jours. Donc, elle a eu aussi des entretiens bilatéraux avec les ministres. Donc, je crois que vous étiez aussi à une conférence à Montréal hier. Voilà. Donc, Madame Lequéré va prononcer son allocution et elle va s'entretenir ensuite avec Monsieur Éric Pierre Champagne du journal La Presse, qui a été nommé, si je comprends bien, avant-hier, président du conseil d'administration de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Félicitations. Voilà. Donc, bienvenue à Madame Lequéré, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Marchetti, et merci à l'Institut climatique canadien et au NZAP de m'avoir invité. En fait, c'est la première fois cette semaine que je suis invitée à partager mon expérience des politiques publiques climatiques au Canada. Donc, mon expérience qui est basée sur mon travail effectué surtout en France, mais aussi au Royaume-Uni et en Europe en général. Je m'adresse à vous, du coup, en tant que climatologue, mais aussi en tant que praticienne de ce travail de conseillère au sein des gouvernements. Donc, comme M. Marchetti le disait, je préside ce Haut Conseil pour le climat qui a pour mission principale d'évaluer la stratégie du gouvernement français en matière de climat. Mes propos aujourd'hui sont basés en grande partie sur le dernier rapport annuel du Haut Conseil pour le climat qui s'intitule « Acter l'urgence et engager les moyens », 2 messages qui s'appliquent en fait en France, mais aussi au Canada et de partout à travers le monde. Donc, j'ai 4 messages que je voudrais faire aujourd'hui. Si je peux avoir, merci déjà, merci. Donc, j'ai 4 messages aujourd'hui. Le premier, c'est que les impacts du changement climatique, on en a parlé beaucoup ce matin,
en fait, ils ne sont pas seulement là, mais ils dépassent les capacités de prévention et de gestion de crise. L'année 2022, qui a été analysée par le Haut Conseil pour le climat en France, a été emblématique de l'intensification du changement climatique. C'était une année qui a eu 2,9 degrés de température moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle, donc on peut déjà ancrer ça avec la trajectoire climatique. 3 vagues de chaleur, un déficit de précipitations sur la France métropolitaine et des précipitations intenses et inondations en Outre-mer. Et tous ces événements s'inscrivent dans une trajectoire de réchauffement climatique due aux activités humaines. Pourquoi est-on encore surpris aujourd'hui de voir ces événements alors qu'ils sont pourtant projetés par les climatologues? Ce sont des événements qui vont devenir de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Les événements climatiques et météorologiques de l'année 2022 ont eu des impacts graves sur les personnes, sur les activités économiques, sur les infrastructures et sur les écosystèmes. Vous voyez quelques exemples ici à l'écran. Il y a des communes qui ont manqué d'eau. Il y a des milliers de communes qui ont dû faire des demandes de catastrophes naturelles parce que les sécheresses ont engendré des fissures dans les bâtiments craquent. Ça a coûté 2,9 milliards pour les assurances seulement pour ce problème. Il y a eu bien sûr des feux de forêt comme au Canada l'été dernier. Il y a eu des morts, plus de 2800 personnes décédées. Il y a eu une perte de la production agricole. Il y a eu une diminution de la production hydroélectrique. Clairement, l'adaptation en mode réactif qui prévaut aujourd'hui de par le monde ne suffit plus. L'adaptation doit changer d'échelle, elle doit devenir préventive, anticipatrice et transformatrice. Le réchauffement est amplifié en France par rapport à la moyenne mondiale. C'est aussi le cas du Canada. Et le gouvernement français est en train de mettre une trajectoire en place. Elle n'a pas encore tous ses attributs et on va pouvoir suivre l'action de la France au niveau de l'adaptation. Mais aujourd'hui, je vais vous parler bien sûr de la baisse en émissions, qui est plus que jamais essentielle pour contenir l'intensification des risques graves qui touchent tous les pays, y compris bien sûr les pays les plus riches comme la France et le Canada. Ça m'amène à mon deuxième message, que les émissions de gaz à effet de serre sont déjà à la baisse ou au ralenti dans beaucoup de pays. Maintenant, on est dans une position où les baisses doivent s'accentuer, accélérer, entraîner tous les secteurs émetteurs. Au moins 18 pays réussissent depuis plus d'une décennie à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qui inclut la France, les États-Unis, le Japon, l'Afrique du Sud. Pas encore le Canada, mais j'espère qu'on pourra ajouter le Canada à cette liste très, très bientôt. Comme M. Marchetti disait, la France a sa stratégie qui est inclue dans la stratégie nationale bas carbone, mais elle a commencé à mettre ces stratégies en place en 2004 qui se sont renforcées à chaque année. La stratégie actuelle, elle est révisée toutes les 5 ans. Elle inclut une trajectoire indicative que vous voyez en rouge. Elle inclut aussi des budgets carbone tous les 5 ans qui donnent une visibilité importante aux acteurs et aux investisseurs. Et les objectifs pour 2030 ont été revisés par l'Union européenne en 2021 et seront déclinés dans la nouvelle stratégie nationale bas carbone qui est en cours. Ces efforts payent pour la France. La France, elle est dans une trajectoire descendante des émissions avec une baisse de 25% des émissions depuis 1990, donc juste en dessous de la moyenne européenne. Une baisse a aussi eu lieu en 2022 et malgré le fait qu'il y a eu des gros problèmes, plusieurs problèmes récemment, la crise de la COVID, malgré le fait qu'il y a une inflation très, très importante, les prix de l'énergie ont augmenté, l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a causé des tensions vraiment importantes en Europe et en France. Malgré tous ces événements, la France réussit à chaque fois à aligner ses réponses aux crises classiques qui occurrent, qui arrivent, aligner ses réponses aux besoins d'investir suivant une trajectoire vers la neutralité carbone.
La cohérence de la politique publique, elle est centrale, elle est vraiment importante et elle doit toucher complètement l'économie. Et c'est en train de se passer de plus en plus en France. Et c'est en partie pour ça qu'on voit cette trajectoire vraiment se déployer sur le long terme. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Bien sûr, la France doit faire beaucoup de travail, comme M. Marchetti le disait, doubler son rythme de baisse en émissions. Mais on voit, et le message que je porte aujourd'hui, c'est que quand les politiques sont en place, qu'elles sont stables, qu'elles sont claires pour tous les acteurs, elles marchent. Maintenant, le troisième message que je veux porter aujourd'hui, c'est que les stratégies se construisent autour de l'action climatique. C'est les politiques économiques maintenant qui émergent de par le monde et qui doivent en fait porter l'action climatique. Dans ce rôle d'évaluateur, le Haut Conseil pour le climat a développé une méthode d'évaluation permettant de voir en pratique plus finement quel est l'avancement de l'action climatique en matière de climat en France. Le volet stratégique, comme vous le voyez ici, est le mieux développé avec de nombreux documents et plans d'action publiés qui identifient les acteurs, identifient les jalons. On a vu avec le rapport du commissaire à l'environnement et au développement durable cette semaine que c'était une des recommandations de ce rapport de mettre des jalons, de mettre des niveaux d'ambition sur chacune des politiques. C'est extrêmement important pour pouvoir justement piloter l'action politique en réponse au réchauffement climatique de la manière la plus opérationnelle possible. Donc, pour revenir à l'expérience de la France a mis en place un secrétariat général de la planification écologique en 2021 qui est placé directement sous la première ministre et qui doit jouer un rôle mobilisateur, particulièrement dans les arbitrages interministériels qui sont souvent difficiles à gagner du point de vue de l'environnement. Les documents stratégiques sont souvent bien cadrés, mais ils doivent aussi être suivis dans le temps. Et encore, le parallèle avec le Canada est vraiment très clair, où on doit avoir un suivi très, très fin de l'action climatique au niveau sectoriel, au niveau des acteurs, au niveau des financements. Maintenant, le volet critique qui émerge actuellement de par le monde est celui de la politique économique qui doit accompagner les actions. Une politique économique d'ampleur est nécessaire afin de déclencher l'accélération nécessaire. Une particularité de la France, c'est qu'elle établit chaque année un budget vert. Donc, en parallèle du budget du gouvernement, le budget financier du gouvernement publié chaque année, la France publie quels sont les financements qui vont à la transition bas carbone et quels sont les financements qui nuisent à la transition bas carbone. Et ceci permet ou devrait permettre au gouvernement de faire évoluer son budget chaque année pour retirer les subventions qui nuisent à la transition et faire remonter le niveau des subventions qui l'appuient. Pour les financements aussi, autre point important, le gouvernement français a commissionné un rapport sur les implications macroéconomiques de la transition. Et ce rapport a conclu qu'un soutien public supplémentaire est nécessaire de l'ordre de 30 milliards d'euros par année d'ici 2030, tout secteur confondu, donc soit la moitié des financements totaux. Et le gouvernement a accepté ces chiffres. Et le fait d'accepter ces chiffres veut dire que, du coup, la planification pour ce financement, d'où vient le financement, qui paye, comment est-ce qu'on rééquilibre entre les différents, entre les ménages, entre les entreprises et à l'intérieur de tout ça, qui va bénéficier et qui va devoir payer, doit maintenant être planifié de manière opérationnelle. C'est vraiment central. Le gouvernement français a annoncé cette année 10 milliards supplémentaires. Ce financement doit absolument augmenter suivant une trajectoire. Et on attend du coup un suivi, on fera un suivi très très fin de ce financement, mais au moins on voit que ça commence à être internalisé non seulement au niveau là du coup du ministère de l'Environnement et des Ressources, mais aussi au niveau du ministère des Finances. Les freins et leviers de la transition
très importants. Compétences, infrastructures, organisation des marchés sont nombreux. Ils sont reconnus. Ils sont reconnus ici aussi au Canada. On l'a vu ce matin. Ils doivent être maintenant mis en œuvre, mis en place de manière absolument systématique et opérationnelle. Dernier point, sur les politiques climatiques, elles pèsent davantage sur les ménages modestes, malgré le fait que les gouvernements reconnaissent souvent ce poids et font des efforts pour compenser les effets régressifs. Et maintenant, ceci s'explique en fait pas simplement au niveau du financement ou des coûts, mais en particulier par une offre inadéquate. On l'a entendu ce matin avec la discussion sur les véhicules électriques. Les offres aux consommateurs sont des offres de véhicules souvent lourds, souvent gros, souvent luxueux, et les producteurs sont peu amenés à faire une offre qui soit abordable pour les ménages. Et c'est vraiment du coup de la responsabilité du gouvernement d'inciter, d'encourager les producteurs à produire des produits qui rendent la transition vers la neutralité carbone accessible à tous. Dernier message que j'ai à faire aujourd'hui, avant la discussion, c'est que le leadership international est du coup à mobiliser, remobiliser, sur la base des avancées récentes qui ont été faites afin d'atteindre les objectifs globaux. On l'a entendu de l'interlocution de la personne de l'Afrique du Sud, qu'au niveau mondial, on n'est pas non plus sur la bonne trajectoire. Vous voyez les émissions mondiales ici à gauche, bien qu'on voit que les politiques globales commencent à faire infléchir les émissions. Nous avions, dans les années 2010, une augmentation très, très rapide des émissions. Maintenant, ces émissions augmentent toujours, mais beaucoup plus lentement. Et ceci a été attribué aux plus de 3000 politiques climatiques et énergétiques qui existent à travers le monde. Donc, clairement, il y a des avancées sur lesquelles on peut s'appuyer et on peut apprendre, mais nous avons encore énormément de travail à faire. Pour revenir à l'Europe, très, très rapidement, l'Europe, elle a fait des avancées récemment avec son instrument privilégié, le Fit for 55, qui a explicité comment l'Union européenne compte atteindre ses objectifs et faire évoluer son cadre réglementaire et financier. Elle a aussi un système d'échange de quotas carbone et un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour appuyer les industries en même temps qu'elle les protège. Et le Repower Europe, c'est l'instrument de politique publique qui a été mis en place suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour, encore une fois, remobiliser et réactiver, accélérer la transition et la sortie des énergies fossiles. On voit bien en Europe et en France une articulation importante entre le niveau européen qui établit les objectifs et les États membres qui les mettent en œuvre. Ce sont les États membres qui décident de l'articulation ou de l'implémentation de la distribution des objectifs nationaux au sein du pays. Et les objectifs qui sont établis au sein de l'Union européenne sont faits après négociation entre pays. J'ai entendu beaucoup le blocage fédéral, provincial cette semaine comme étant un frein à justement l'accélération des actions en France. Il y a un exemple ici au niveau européen où il y a une articulation qui demande beaucoup d'énergie, mais qui réussit en fait à faire avancer les émissions à la fois dans l'ensemble de l'Europe, mais aussi au sein des pays membres en augmentant les objectifs, mais en les appuyant de la même façon. En guise de conclusion, je voudrais constater que, comme je suis climatologue depuis plusieurs décennies maintenant, que je vois bien que le vent a tourné, que la réalité du monde de demain est une réalité qui va vers la neutralité carbone, que les évolutions technologiques et de marché qui vont avec ont été bien comprises, en tout cas en Europe et en France où j'opère, et que les politiques climatiques ne sont plus des politiques climatiques, mais ce sont des politiques publiques qui sont faites pour soutenir l'ensemble de la population. Le besoin maintenant, c'est un besoin quotidien, un besoin opérationnel où toutes les décisions, tous les achats, tous les investissements, les infrastructures doivent être alignés avec un monde neutre en carbone et aussi, très important, soutenir les choix des entreprises et des ménages dans la même direction. Je vous remercie.
que c'est branché? Bon, parfait. J'allais demander si j'étais branché, mais je m'en rends compte que ça l'est. Bonjour, Mme Lequéry. C'est un immense plaisir de vous rencontrer. Vous venez de parler de la situation en Europe. On a l'impression que l'Europe et la France ont une certaine longueur d'avance sur le Canada et l'Amérique du Nord par rapport à la question des changements climatiques. Comment vous expliquez cela? Donc, ça fait effectivement longtemps que l'Europe et la France ont commencé à agir sur les changements climatiques. En partie, il y a une conscience climatique très importante en France et en Europe. Il y a eu une mobilisation très, très tôt des efforts et les gouvernements se sont rendus compte assez tôt des opportunités et du fait que, de toute façon, on était obligé d'agir et que ceux qui allaient agir très, très tôt seraient les économies qui seront bien positionnées pour le monde de demain. Donc, je pense que ça a été une reconnaissance très, très rapide. Il y a eu à la fois cette reconnaissance globale, mais aussi beaucoup d'accords entre les partis politiques pour justement mettre les lois climat qui ont guidé les efforts en place relativement tôt. Et le fait d'avoir un accord entre partis sur certaines, pas vraiment comment les gouvernements allaient répondre au changement climatique, mais le besoin de répondre de telle sorte que les politiques climatiques ont eu la chance de transitionner dans une direction sans trop d'arrêt à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement. Est-ce qu'à votre avis, notamment une des raisons qui expliquait peut-être cela, c'est qu'en Europe, notamment, on vit peut-être les changements climatiques de façon plus, comment dire, c'est beaucoup plus concret là, depuis plusieurs années. Là. On le sait, je n'ai pas besoin de toutes les nommer, mais en Espagne, en France, au Portugal, en Grèce, année après année, il y a toutes sortes d'épisodes qui se reproduisent. Donc, est-ce que ça aussi, c'est une chose qui a amené les politiciens et la population à être plus sensibles à ces questions-là? Oui, clairement, plus la population voit de leurs propres yeux les impacts du changement climatique, plus ils deviennent sensibilisés et prêts à agir. Par contre, il y a eu tout un travail qui a été fait en partie par les médias pour essayer de relier, parce que ce n'est pas donné qu'il y a un événement climatique qui arrive et que les gens comprennent qu'en fait, cet événement il a été rendu plus intense ou plus probable par le changement climatique. Et donc, il y a eu tout un travail qui a été fait pour clarifier les connaissances scientifiques, y compris par les journalistes, pour relier dans leurs rapports ou dans leurs produits les événements quotidiens extrêmes, en particulier climatiques, aux actions humaines. Est-ce que vous trouvez, bon, évidemment, moi je représente un média, est-ce que vous trouvez que les médias en Europe, en France, font un bon travail sur la question des changements climatiques pour informer la population? Oui, surtout, bien sûr, les journalistes scientifiques. Il y a eu aussi, peut-être que je rebondis sur la question, pour parler de formation. Il y a eu du travail de formation qui a été fait dans les pays européens pour former tous les acteurs politiques à tous les niveaux, en particulier les acteurs publics, donc simplement des cours, des briefings sur le climat, mais aussi au niveau des journalistes, on a eu conscience de changements de politique éditoriale, par exemple, de formation des journalistes sur le climat, de telle sorte qu'on voit une connaissance climatique qui commence à pénétrer la société. Et ce besoin de connaissance, de formation est pervasif, il est dans l'ensemble de la société. Et on doit effectivement faire augmenter le niveau de connaissance de l'ensemble de la population parce que ce sont des décisions quotidiennes que les entreprises, que les ménages doivent faire, soit pour des achats, soit pour des choix, qui doivent être informés par leur compréhension plus large du rôle que ces décisions prennent dans la réponse au changement climatique. Vous êtes la présidente du Haut Conseil pour le climat en France. Au Québec, notamment, on a quelque chose qui ressemble à ça, c'est le Comité consultatif pour les changements climatiques. Bon, il y a eu quelques tensions dans ce comité-là récemment, il y a eu des démissions et tout ça, donc on entend parfois des scientifiques parler de leur frustration, là, parce qu'ils ont l'impression que, oui, on les entend, mais on les écoute peut-être pas toujours. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez comme scientifique, parfois en conseillant le gouvernement, mais qui n'écouterait peut-être pas toujours vos recommandations?
Bien sûr, en tant que scientifique, on voudrait toujours que les actions aillent plus vite parce que vraiment, les impacts du changement climatique sont très, très présents et très, très dangereux. Maintenant, la place des scientifiques dans la décision publique, elle est hyper cruciale. La place des évidences, pas seulement des scientifiques, mais le besoin de baser les décisions politiques sur des faits, sur des données, sur les dernières mesures, elle est absolument cruciale. Je ne peux pas vous dire s'il y a une place plus présente en Europe qu'au Canada, mais je peux vous dire qu'il y a eu une place dans les dernières années de plus en plus une voix scientifique au sein des gouvernements. On a demandé souvent des rapports, des expertises orales ou publiques par rapport aux choix qui ont dû être faits. Et je pense que ça a été effectivement bénéfique dans les trajectoires et les décisions qui ont été prises. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, ce que j'ai compris, c'est que notamment, c'est inscrit dans la loi. Là, le gouvernement doit répondre dans un délai là, prévu par la loi aux recommandations qui est fait par le Haut Conseil. Donc, ça force quand même le gouvernement à prendre position ou à se positionner par rapport à vos recommandations. Ça ne veut pas dire qu'il est tenu de les accepter, mais il doit donner une réponse. Exactement. Donc, le Haut Conseil pour le climat est inscrit dans la loi et on fait un rapport annuel. Et au sein du rapport, on fait une centaine de recommandations. Et le gouvernement, dans la loi, doit répondre à ce rapport chaque année, 6 mois après le rapport. Et du coup, à toutes les recommandations, le gouvernement dit on est d'accord, on n'est pas d'accord, on a fait la plupart du temps, oui, on est d'accord, on a fait ceci, cela, souvent pas suffisamment, mais souvent beaucoup des éléments sont repris. Ce qu'on voit, c'est que ce cycle de rapport-réponse est très, très bénéfique pour faire accélérer l'action, même si les recommandations ne sont pas reprises tout de suite, à force de les répéter, en fait, éventuellement, elles commencent à pénétrer l'action. Il y a le rapport du commissaire à l'environnement et au développement durable qui a été publié cette semaine. Très, très bon rapport avec beaucoup de recommandations du Canada, qui a été publié cette semaine. Beaucoup de recommandations, des recommandations opérationnelles, beaucoup de recommandations qui sont en parallèle de celles qu'on a pu faire pour la France. Et je pense que ce rapport doit revivre chaque année. Et c'est le genre d'éléments opérationnels central où le gouvernement doit vraiment faire un suivi et j'espère que ça pourra faire en fait boule de neige avec les politiques climatiques canadiennes. Avez-vous l'impression qu'en Europe, la communauté scientifique occupe une place plus importante sur la place publique que ce qu'on peut voir en Amérique du Nord? Les scientifiques ont quand même pas mal de place en Europe, effectivement, sur la place publique. Les scientifiques sont de plus en plus sollicités, mais je pense que c'est le cas aussi au Canada, où les scientifiques sont de plus en plus sollicités. Maintenant, on vit pas dans un monde isolé. On vit dans un monde qui bouge beaucoup au niveau numérique, au niveau de l'information. Il y a beaucoup d'informations qui est de moins bonne qualité ou qui circulent, les fake news en particulier, où il y a la possibilité de faire diffuser de l'information pas utile très, très rapidement. Et ça, ce n'est pas un problème simplement pour le climat, hein, c'est un problème beaucoup plus large, mais ça rend l'action de communiquer la science, de protéger la population, vraiment difficile quand on peut aussi facilement manipuler l'information. Et donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire pour que la voix des scientifiques, la voix des organisations qui s'expriment sur le climat de manière la plus neutre possible puisse être bien perçue comme telle et non pas noyée dans un environnement qui somme toute, souvent n'aide pas à la décision. Vous avez parlé de fake news, de fausses nouvelles. On le voit notamment sur X, anciennement Twitter. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont quitté cette plateforme-là dans la dernière année. Évidemment, on peut les comprendre. Là, ils faisaient face à un flot de haine, parfois même des menaces de mort.
Bon, je constate que vous êtes toujours sur cette plateforme-là. Je pense notamment aussi à Valérie Masson-Delmotte de la France aussi, qui fait des tweets absolument là, très instructifs. En quoi, justement, vous trouvez ça utile de pouvoir communiquer au public vos connaissances scientifiques? Merci. Effectivement, la communication par médias sociaux, elle est fondamentale, elle est cruciale. Ces plateformes nous permettent de nous exprimer directement. La communication publique, c'est un animal intéressant. C'est pas comme la communication scientifique où on publie dans des journaux spécialisés et une fois qu'on a publié notre article, c'est bon, c'est fini. La communication, c'est quelque chose qui doit se répéter. Les gens doivent entendre de plusieurs voix différentes à plusieurs moments de leur vie, à des moments où ils ont des choix importants à faire, avec des voix qui viennent d'en haut, des voix qui viennent de père, les enfants, les grands-parents. Et du coup, la communication, c'est vraiment une histoire de volume. Et du coup, les scientifiques ont un rôle à jouer, mais pas que. Je pense que tous les acteurs qui s'intéressent au climat ont un rôle à jouer parce que justement, c'est la caisse de résonance, c'est l'écho, c'est la quantité de messages qui se renforcent les uns les autres, qui font en sorte que les gens finalement découvrent d'eux-mêmes. Hein, c'est comme à l'école, hein, quand on essaie de comprendre la science, c'est vraiment, il faut s'approprier les faits. Il faut comprendre que quand on voit des précipitations très, très intenses avec des inondations, que ça va dans une trajectoire climatique, il faut l'entendre, il faut le découvrir pour pouvoir se l'approprier, pour pouvoir ensuite agir. Donc, il faut vraiment laisser le temps, l'espace, mais aussi l'opportunité à l'ensemble de la population de faire sa propre découverte pour pouvoir emmener tout le monde avec nous. Est-ce que vous avez l'impression que les scientifiques ont amélioré leurs aptitudes de communication au fil du temps? Parce que vous avez parlé tout à l'heure, on publie une recherche et voilà, c'est fait, c'est terminé. Ouais. Tandis que là, dans la sphère publique, on peut pas, parce que le niveau de compréhension des gens n'est pas au même niveau, donc on ne peut pas se contenter de dire « allez lire mon étude et voilà, tout est là. » Absolument. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un chemin de fait dans la communauté scientifique? Définitivement. Il y a eu des gros efforts de formation des scientifiques, de formation en communication publique des scientifiques. Donc, tous les scientifiques qui ont publié avec le GIEC, hein, l'IPCC, l'IPCC qui publie tous les 7 ans ces gros rapports au sein des Nations unies sur le climat, tous ces scientifiques sont formés pour la communication du climat. Et ces formations sont très, très importantes. Comme je le disais tout à l'heure, ces formations, ce genre de formation, pas en communication cette fois-ci, mais sur les sciences du climat, elles doivent en fait pénétrer toute la société. Et donc, en fait, parce qu'on en avait discuté un peu plus tôt ensemble, je vous avais posé la question, ça fait plus de 30 ans que les scientifiques nous préviennent, nous disent, les changements climatiques sont là, les conséquences vont être importantes, et on commence peut-être à vraiment les prendre au sérieux. Si c'était à refaire, qu'est-ce qui devrait être fait différemment, selon vous, dans la façon dont les scientifiques ont communiqué cette information-là? Bien, déjà, ça aurait pu arriver beaucoup plus vite, l'aspect de communication. Je pense que les rapports scientifiques sont encore trop techniques, trop avancés pour l'ensemble de la population. Les rapports du Haut Conseil pour le climat, pour donner un exemple et revenir à ma zone de confort, oui, là, tout à fait. On a un rapport annuel qu'on publie, mais on fait une version grand public. Okay. Et donc, la version grand public, je vous invite à la consulter sur notre site Web, qui est une version animée du rapport qui sort en fait 3 mois plus tard, qui nous permet de revisiter nos messages. Mais récemment, j'ai eu la chance d'aller au Parlement français justement pour présenter ce rapport et je suis arrivée avec 3 piles, les recommandations du rapport du Haut Conseil pour le climat, le résumé exécutif et la version grand public. Et bien sûr, à la fin, la version grand public, elle était complètement partie et il nous restait les 2 autres piles. Donc, c'est normal que les gens veulent avoir des messages rapides, compréhensibles, vite. Et je pense qu'au niveau des climatologues, bien sûr, on aurait pu faire le travail mieux, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres sciences où les scientifiques se mobilisent tous les 7 ans de la façon dont ça a été fait au niveau de la réponse au changement climatique. Donc, je pense qu'il y a un travail très, très important à faire là, qui a été fait.
et que maintenant, un travail tout aussi important et même bien sûr plus important est à faire au niveau des acteurs de l'ensemble de la population pour pouvoir décliner ces actions climatiques à grande échelle. Dans un mois environ, ça va être la COP 28. Donc, c'est un événement important dans l'année. Cette année, bon, particulièrement, là, cette COP se tient dans un pays de pétrolier. Bon, on a entendu toutes sortes de critiques sur la présidence de la COP. Moi, comme journaliste, ce que j'entends d'une COP à l'autre venant de la population, c'est « bah, ça sert à rien, les COP, puis c'est juste du blablabla, pour paraphraser là, Greta Thunberg, et ça sert à rien. » Vous, comment vous vous situez par rapport à ce discours-là? Les COP, à mon avis, sont absolument fondamentales, que l'accord de Paris a été mobilisateur, qu'il continue à évoluer et à vivre. Par contre, l'action climatique, elle vient du recours des pays. Et donc, les pays qui s'engagent au sein de l'accord de Paris, comme la France, comme le Canada, doivent maintenant faire tout ce qui est en leur pouvoir pour effectivement atteindre ces objectifs. Et c'est là où on a un effort de mobilisation incroyable à faire et les pays doivent se mobiliser au sein des COP, mais ensuite prendre absolument au sérieux leurs engagements pour pouvoir avoir un processus international crédible. Donc, vous y croyez, les COP sont utiles, sont importantes, il faut les maintenir. Absolument, les COP sont fondamentales, il faut absolument les maintenir. Maintenant, il ne faut pas attendre de la COP de répondre au changement climatique, il faut que la réponse revienne vers nous. J'aurais une dernière question. En fait, il y a une partie d'anecdote dans cette question-là. En fait, à l'automne, en septembre, il y a eu un événement organisé par des climato-sceptiques à Montréal. Il y a un professeur de climatologie de l'UQAM, Philippe Gachon, qui a accepté de participer à cet événement-là pour apporter un contrepoids au discours qui allait être tenu. Évidemment, plusieurs membres de la communauté scientifique l'ont traité de fou, l'ont dit qu'elle allait perdre son temps et tout ça. Et il m'a raconté qu'au début de l'événement, les organisateurs avaient fait un sondage, 66 des gens dans la salle, il y avait des gens aussi qui suivaient sur Facebook, il y était 300 dans la salle, 2000 sur Facebook. Donc, 66 croyaient au changement climatique et du fait qu'ils sont causés par les activités humaines. Et il y a eu ce débat-là qui a duré pendant 5 heures où ce scientifique-là s'est fait insulter, était acheté par les compagnies, les gouvernements, tout ça. Bon, il a tenu son bout, il a présenté les faits, tout ça. Et à la fin du 5 heures, un autre sondage a été fait et 77 des gens croyaient au changement climatique et du fait qu'elles sont causées par les activités humaines. En fait, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous croyez justement qu'il faut, avec ces gens-là, ou en fait, pas tant peut-être le noyau dur, mais les gens dans la salle, la population qui se pose des questions, est-ce qu'il faut maintenir ce dialogue-là ou dire, vous êtes climato-sceptique, on ne vous parle pas? Bien, déjà, pauvre gars, 5 heures de débat, il a quand même gagné 12 je pense. Bien, quand même, c'est énorme. C'est pas mal. Il faut s'engager dans les débats. Bien sûr, les débats d'aujourd'hui, c'est les débats sur l'action. Ce n'est pas les débats sur la science. Je pense que les débats sur la science, on a tourné la page. Je pense que maintenant, c'est démontré par le GIEC que ce sont les émissions de gaz à effet de serre des activités humaines qui causent le changement climatique. Il faut faire bouger le débat sur comment on répond, qui, quoi, et de manière opérationnelle. Et je pense en fait qu'il faut dépassionner le débat sur les changements climatiques et il faut l'opérationnaliser. Il faut le rendre dans la vie quotidienne sur les décisions, à la fois les petites décisions, mais aussi les trajectoires d'ensemble pour que la politique économique soit alignée. Et il faut arrêter de faire d'un enjeu presque philosophique, presque religieux, limite religieux, les changements climatiques, et en faire un enjeu qui soit un enjeu de transition vers un monde qui est nécessaire et qui sera bien sûr meilleur si on le compare à celui où on ne fait rien et les événements climatiques deviennent de plus en plus incontrôlables. Dernière question, êtes-vous dans le camp des optimistes, des pessimistes? Comment vous voyez
l'avenir? Je me fais poser cette question toujours et en fait, j'y pense même pas en tant que climatologue. Ça va être un problème qui sera avec moi toute ma vie et je fais mon travail et voilà. Et bien sûr, la situation avance. Je voudrais qu'elle avance beaucoup plus vite. Je voudrais qu'on accélère beaucoup plus rapidement les actions. Mais je vois les actions bouger. Je vois à grande échelle les pays, les gros pays se mobiliser et se positionner pour l'économie de demain. Et donc, le monde a complètement changé. Et ça, c'est des facteurs à célébrer. Je vous remercie. Merci.